Étant amarrés au port fluvial de Strasbourg, l'endroit idéal pour stationner, nous commençons notre soirée. Elle sera sage, en attendant demain, où nous irons à la rencontre de la ville. Le bassin du Suzeau, face à nous, s'est métamorphosé en un immense miroir, et le couchant transforme les grands immeubles du quai en un Lego géant, vu en double. Les immeubles anthracites du fond se teintent de jaune, tandis qu'arrive l'heure calme. Le patronyme Strasbourg vient des Francs, Strateburgum, le bourg de la route. Mais le site fut habité depuis le néolithique. Triboc, Romains, et chez les Romains, la ville s'appelait Argentoratum, furent là avant, et les Alamans, puis les Huns, vinrent goûter des charmes du pillage et des jolies filles du coin. Il faut dire que l'endroit est idéal. Un tram nous dépose à la station Gallia, devant les 2 flèches illuminées de l'église Saint-Paul. Nous suivons la rivière Ill en avançant sur les quais où les restaurants sur l'eau abondent. Nous trouvons, selon un guide en ligne, l'un des meilleurs Weinstub de la ville pour y déguster une choucroute de roi. Dans le Carré d'Or, pas loin de la cathédrale, la rue des Pucelles fleure bon son Moyen-Âge. Le i du restaurant au coin des Pucelles est tombé de l'enseigne, il y a quelques années. Cela ne gêne personne, au contraire. Nous rentrons à bord, comblés et heureux, impatients de repartir pour un autre tour de ville, le lendemain, 2 jours. Il y a trop à dire sur tous les monuments et les maisons dignes d'intérêt de Strasbourg. Le mieux est probablement, après une visite à l'office départemental du tourisme, rue du Dôme, juste derrière Notre-Dame, de flâner au gré de son imagination et d'essayer de rencontrer l'âme strasbourgeoise. Nous avons fait de cette balade une boulimie d'images, de monuments, de canaux, de fleurs. Départ depuis le palais du Rhin, là même où l'Europe fluviale moderne a débuté. Nous avons marché le long des quais du canal du Faux Rempart. Nous avons plongé dans le centre-ville, par les belles maisons anciennes de la place Kléber, où le général napoléonien est inhumé sous sa statue. Un petit coup d'œil aussi au mini-marché aux livres, on ne sait jamais, une découverte est si vite arrivée. La Révolution enflamme l'esprit des Strasbourgeois, et la ville lui donne 2 de ses plus grands généraux, Kellermann et Kléber. C'est à cette époque qu'un jeune officier du génie, Rouget de Lille, chante pour la première fois un chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui deviendra la Marseillaise, dans la maison du premier maire constitutionnel de Dietrich. Nous déjeunons d'une fabuleuse flamme-cuche en centre-ville, puis, bien sûr, passage obligatoire devant les sculptures de la maison Camerzel, avant l'arrêt face aux dentelles sublimes de la cathédrale Notre-Dame, l'une des plus belles du monde. Les travaux du vaisseau commencent en 1176 par la partie orientale, en grès rose des Vosges, sous la direction d'un maître d'œuvre influencé par l'art d'Île-de-France. C'est lui qui érige, semble-t-il, le pilier des anges. De 1240 à 1275, on élève la nef. À partir de 1277, maître Herwin de Steinbach, puis son fils Jean, et enfin maître Gerlach, réalisent la façade dans le plus pur style gothique. Les tours qui l'encadrent seront achevées en 1365 et vers 1370, Michael de Fribourg les réunit par un beffroi au-dessus de la rosace. En 1399, un an avant la naissance de Gutenberg, Ulrich von Ensingen construit l'octogone de la tour nord sur lequel Johannes Hultz, venu de Cologne, élève la flèche jusqu'à 142 mètres du sol. Nous flânons dans les rues d'une ville où, au XIIIe siècle, Gottfried de Strasbourg écrit un des chefs-d'œuvre de la littérature médiévale allemande, Tristan et Isolde. Dans cette ville aussi, en 1434, Gutenberg met au point une invention secrète qui va bouleverser le monde, l'imprimerie. C'est alors la propagation rapide de la Bible et des évangiles, liée aux idées de Luther et d'écrivains comme Sébastien de Brand, l'auteur de la Nef des Fous, qui va faire éclore la réforme
à Strasbourg. La ville sera, vers 1560, un des hauts lieux du protestantisme. Grande promenade lente dans les rues de la Petite France, unique au monde. Au fait, pourquoi ce nom Petite France? À cause d'un hôpital de l'endroit où l'on soignait le mal français, une maladie d'amour, importée par les mercenaires italiens de Charles VIII. Les Français, eux, le nommaient mal de Naples. C'est ici que l'on trouve les plus belles maisons à pans de bois, le barrage Vauban, les ponts couverts et, entre deux tours, cette maison romantique avec sa treille en glycine qui fait penser à la chanson de Nino Ferrer. La soirée est douce, il ne nous reste plus qu'à rentrer, finalement, le seul point noir du voyage. C'est trop court un week-end.